Mon père a trompé ma mère avec ma tante, et le choc l'a envoyé à l'hôpital. Des années plus tard, il a exigé que j'élève leurs enfants, mais ma vengeance a anéanti leur vie. J'ai 28 ans, je suis un homme, et toute cette pagaille a commencé il y a environ 3 ans. Mais je suppose que je devrais d'abord expliquer certaines choses, pour que tout ait un sens. Nous étions ce que tout le monde appellerait la famille parfaite, du moins sur le papier. Mon père, Richard, 53 ans, que tout le monde appelle Rick, a monté son entreprise de construction juste après avoir épousé ma mère, Sarah. Ils étaient mariés depuis 25 ans. Maman vient d'une grande famille catholique du Connecticut. Elle a 5 sœurs et elles étaient autrefois hyper proches, du genre à finir les phrases l'une de l'autre. Sa sœur cadette, Rachel, était toujours dans les parages quand je grandissais. C'était la tante cool qui me donnait du dessert en douce et me couvrait quand je faisais des bêtises d'adolescent. Nous vivions dans une belle maison à Lexington, pas richissime ou quoi que ce soit, mais à l'aise. L'entreprise de mon père a vraiment décollé quand j'avais environ 10 ans, et soudain, nous vivions plutôt bien, des vacances en famille à Disney World tous les 2 ans, des voitures neuves, ce genre de choses. Maman était très impliquée dans les activités de l'église et organisait de grands événements caritatifs que tout le monde en ville connaissait. Tante Rachel était institutrice en maternelle à l'école primaire locale, et tous les parents l'adoraient parce qu'elle était si douée avec les enfants. Chaque dimanche, sans exception, nous avions d'immenses dîners de famille. Tout le monde devait être là, à moins d'être littéralement à l'hôpital. Papa allumait son grill sophistiqué, celui pour lequel il avait dépensé beaucoup trop d'argent sans vouloir l'admettre, et toutes mes tantes apportaient leur spécialité. Rachel préparait toujours ce fameux gratin de macaroni au fromage pour lequel tout le monde se battait. Je me souviens d'un dimanche, peut-être 6 mois avant que tout n'explose, où mon cousin Tommy, le fils de Rachel, a fait une blague sur le fait que sa mère passait son temps à envoyer des textos à quelqu'un ces derniers temps. Rachel est devenue super bizarre et a dit que c'était juste pour le travail. Juste après, mon père a renversé son verre. Je n'ai pas compris les signes à l'époque, mais le jour où tout a éclaté est gravé à jamais dans ma mémoire. C'était notre barbecue annuel du Memorial Day. Tout le monde était là. Toutes mes tantes, mes oncles, mes cousins, même quelques voisins. On faisait toujours cette énorme grillade où les gens allaient et venaient toute la journée. Mon père se comportait bizarrement. Il vérifiait constamment son téléphone et s'éloignait pour prendre des appels professionnels, ce qui était étrange car c'était le Memorial Day. Quel genre de chantier peut bien être en activité un jour de Memorial Day? Rachel était en retard, ce qui était très inhabituel pour elle car elle est normalement la première à arriver pour aider à tout préparer. Quand elle est enfin arrivée, elle était toute agitée, prétextant qu'il y avait des embouteillages un jour de Memorial Day dans notre banlieue. Bien sûr. Elle a posé son téléphone sur la table pour aider à apporter de la nourriture. Et c'est là que c'est arrivé. Mon cousin Tommy, qui avait 16 ans à l'époque, a attrapé ce qu'il pensait être son téléphone. Ils avaient la même coque d'iPhone bleu. Il allait montrer un TikTok ou je ne sais quoi à sa copine. Mais quand il l'a déverrouillé, mec, ils étaient là. Des centaines de messages entre mon père et Rachel. Et pas seulement des messages normaux, mais des contenus explicites, des photos, des plans pour se retrouver. Des messages sur le fait qu'ils étaient faits pour être ensemble et qu'ils trouveraient bientôt un moyen de le dire à tout le monde. Tommy a complètement pété les plombs, il s'est mis à hurler sur sa mère en plein milieu du jardin. Tout le monde a accouru pour voir ce qui n'allait pas, et il a simplement brandi le téléphone et a commencé à lire les messages à voix haute. Je n'ai jamais rien vu de tel que ce qui a suivi. Mes cousins criaient. Mes tantes pleuraient. Mon oncle Marc, le mari de Rachel, avait l'air sur le point de vomir. Je suis resté là, figé, à regarder ce cauchemar se dérouler en temps réel. Je n'aurais jamais pensé que mon père irait aussi loin. Je veux dire, lui et ma mère avaient été mon roc, mon filet de sécurité, la seule chose sur laquelle je pensais pouvoir toujours compter. Mais maintenant, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les enfoncer dans mes poches. Et une étrange sensation de détachement m'a envahi, comme si je regardais la famille de quelqu'un d'autre s'effondrer sur un écran de télévision plutôt que d'assister à l'écroulement de mon propre monde. Le pire, ce n'était même pas les cris ou les pleurs. C'était ces quelques secondes de silence de mort après que Tommy eut fini de lire le dernier message. Puis Rachel a laissé échapper un son. Quelque chose entre un rire et un sanglot, et tout a explosé. C'est là que ça m'a frappé. Vraiment frappé au plus profond de mes entrailles. Notre famille ne serait plus jamais la même après ce moment. Il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas recoller une fois qu'elles sont brisées.
Et ma mère, mon Dieu, ma mère est restée là, complètement figée. Elle tenait une assiette de salade de pommes de terre dans ses mains et continuait de la tenir, fixant le vide pendant que Rachel essayait d'arracher le téléphone à Tommy. La salade de pommes de terre a lentement glissé de l'assiette et personne n'a même bougé pour nettoyer. C'est ce dont je me souviens le plus clairement. Cette mode de salade de pommes de terre posée là, dans l'herbe, pendant que toute ma famille implosait. Mon père a essayé de dire que ce n'était pas ce que ça semblait être. Un classique, n'est-ce pas? Mais ensuite, Rachel s'est mise à pleurer en disant qu'il n'avait pas voulu que ça arrive. Qu'ils étaient juste tombés amoureux et ne savaient pas comment le dire à qui que ce soit. Rachel a même eu l'audace de dire, devant tout le monde, y compris maman, qu'elle et papa avaient une connexion authentique depuis longtemps qui ne pouvait plus être niée. Je me souviens encore du son que maman a émis. Ce n'était même pas vraiment un cri ou un hurlement, juste ce bruit d'étouffement bizarre, comme si on venait de la pousser sous l'eau. Puis elle s'est simplement retournée, est rentrée à l'intérieur, est allée dans sa chambre et a verrouillé la porte. Nous ne le savions pas à l'époque, mais c'était pratiquement la dernière fois qu'elle serait elle-même pendant très longtemps. Le barbecue s'est évidemment terminé sur le champ. Tout le monde est parti, sauf la sœur aînée de ma mère, Marie, qui est restée pour essayer de parler à maman à travers la porte. Papa a fait une valise et est parti pour laisser à tout le monde l'espace de digérer. Rachel est sortie en courant et en pleurant, avec Tommy qui lui hurlait dessus. Et moi, je suis resté assis sur notre porche pendant des heures, à fixer cette stupide salade de pommes de terre par terre, essayant de comprendre comment toute ma vie venait de s'effondrer en l'espace de 15 minutes. Les jours qui ont suivi le barbecue étaient simplement bizarres, une sorte de limbes étranges où personne ne savait quoi faire. Maman ne sortait pas de sa chambre, sauf pour aller aux toilettes, et même là, elle attendait de penser que j'étais endormi. Je l'entendais faire les 100 pas la nuit, d'avant en arrière, pendant des heures. Je laissais de la nourriture devant sa porte, parfois elle avait disparu quand je vérifiais plus tard, mais la plupart du temps, elle était intacte. Papa n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des textos. Il séjournait dans un hôtel à Cambridge et m'envoyait de longs messages expliquant que les choses ne sont pas toujours noires ou blanches et que la vie est parfois compliquée. Sérieusement, c'est ça ton argument? Il a même essayé de me convaincre que lui et Rachel avaient combattu leurs sentiments pendant des années, mais qu'ils avaient finalement réalisé qu'ils étaient des âmes sœurs. Il voulait que je comprenne que ce n'était pas juste une liaison bas de gamme, comme si ça rendait les choses meilleures. Rachel était encore pire. Elle a commencé à débarquer chez nous à des heures indues, essayant d'expliquer les choses à maman à travers la porte de la chambre. Elle restait là, à pleurer en disant à quel point elle était désolée, tout en sortant des phrases comme « Mais tu dois comprendre, Sarah. Quand l'amour est réel, on ne peut pas lutter contre. » J'ai dû littéralement la menacer d'appeler la police pour la faire partir. Les choses ont vraiment mal tourné environ 2 semaines plus tard. J'étais au travail quand notre voisine m'a appelé. Elle a dit qu'en relevant notre courrier, elle avait remarqué que la voiture de maman n'avait pas bougé depuis des jours. Et elle pouvait voir par la fenêtre de l'étage que maman était assise dans le même fauteuil, sans bouger. Je suis rentré en urgence et j'ai trouvé maman exactement comme ça, assise dans le noir, portant toujours les mêmes vêtements que le jour du barbecue, fixant une vieille photo de famille de Disney World. Elle ne réagissait pas quand je lui parlais. Elle ne sciait même pas. Elle continuait de fixer cette photo. J'ai essayé de l'aider à se lever et c'est là que j'ai réalisé qu'elle brûlait de fièvre. J'ai appelé le 911 immédiatement. Les secouristes ont dit qu'elle était gravement déshydratée et qu'elle avait une forte fièvre due à une infection massive. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas pris ses médicaments pour sa maladie auto-immune depuis 2 semaines. L'hôpital a été un cauchemar. Ils l'ont admise en unité psychiatrique après qu'elle a eu une crise de nerfs complète aux urgences, hurlant qu'elle avait tout donné à Rachel, l'avait aidé à payer ses études, l'avait laissé vivre avec nous gratuitement après son premier divorce, et lui avait même trouvé son poste d'enseignante à l'école. Le médecin a parlé d'un épisode dépressif sévère déclenché par un traumatisme aigu. Et vous savez ce que Rachel a fait? Elle a carrément dit au médecin que maman avait toujours été instable et avait eu des épisodes de ce genre quand elles étaient jeunes. Des mensonges éhontés. Elle a même essayé de suggérer que c'était peut-être les problèmes mentaux de maman qui avaient poussé papa à chercher du réconfort auprès d'elle. Le médecin a vite mis un terme à cela. Mais le simple fait qu'elle ait essayé, mec. Mes tantes, sauf Rachel évidemment, se sont relayées pour rester avec maman à l'hôpital. Marie, Patricia, Catherine et Elisabeth, elles ont toutes réorganisé leur vie pour s'assurer que quelqu'un soit toujours là. Mais le mal était fait.
Maman ne parlait à personne sauf au médecin. Elle restait allongée, à pleurer ou à fixer le vide. Pendant ce temps, mon père s'en fichait royalement. Lui et Rachel jouaient déjà au petit couple. Ils ont pris un appartement ensemble en utilisant l'argent de l'entreprise de papa. Rachel a démissionné de son poste d'enseignante car, soudainement, elle était trop stressée pour travailler. Ils ont commencé à poster sur les réseaux sociaux des messages sur leur nouveau départ et le choix du bonheur. Le pire, c'est la façon dont ils ont commencé à diffuser leur version des faits en ville. Rachel a raconté à tout le monde à l'église que maman avait poussé papa à partir en étant froide et distante. Elle disait que maman était obsédée par son travail caritatif et négligeait papa. Elle a même suggéré que maman était au courant de leur liaison depuis des mois mais avait fait semblant de ne rien voir parce qu'elle préférait jouer la victime. Tommy, le fils de Rachel, vivait très mal la situation. Il vivait à plein temps avec son père, l'ex de Rachel, et refusait de voir sa mère. Mais Rachel a réussi à tordre ça aussi, en racontant que j'avais monté Tommy contre elle et papa. Non, Rachel. Je suis assez sûr que tu as fait ça toute seule en détruisant nos familles. À la fin du premier mois, il était clair que maman n'allait pas rentrer à la maison de sitôt. Les médecins ont recommandé un établissement de soins de longue durée, alors elle est allée dans un autre hôpital psychiatrique. J'ai dû emballer certaines de ses affaires pour les lui apporter. Et trouver des vêtements pour elle m'a anéanti. Tous ses vêtements normaux, son pull préféré, son jean de jardinage, sa robe du dimanche pour l'église, suspendue là dans le placard comme si tout allait bien. Comme si elle allait revenir d'une minute à l'autre pour les porter à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que plus rien ne serait jamais normal. Notre famille avait tout simplement disparu, et les personnes qui l'avaient détruite passaient déjà à autre chose comme si de rien n'était. Pendant que nous, les autres, essayions de ramasser les morceaux qu'ils avaient brisés. La vie a pris une routine étrange après que maman est allée à l'hôpital. Je lui rendais visite tous les mercredis et dimanches après le travail. Le médecin disait qu'un emploi du temps régulier l'aiderait à se sentir plus stable. Au début, elle ne parlait pas beaucoup pendant les visites, se contentant d'hocher la tête. Mais après environ 3 mois, elle a commencé à avoir de bons jours où elle me regardait vraiment quand je parlais de mon travail ou de ce qui se passait avec mes cousins. Puis Rachel a lâché sa première bombe. Elle a publié tout un message sur Facebook avec une photo d'échographie. Non seulement enceinte, mais enceinte de jumeaux. Le message parlait des bénédictions de Dieu et de l'amour qui trouve son chemin, et à quel point elle et papa étaient aux anges. Elle a tagué à peu près tout le monde que nous connaissions, y compris les sœurs de maman et certaines de ses amies de l'église. Qui fait ça sérieusement? J'ai appris plus tard par ma cousine Lisa que Rachel avait arrêté sa contraception des mois avant que l'affaire n'éclate. Elle avait dit à Lisa qu'elle espérait un accident parce qu'elle pensait qu'un bébé pousserait papa à quitter maman. On dirait qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, et plus encore. Papa est devenu complètement fou avec la nouvelle de la grossesse. Il a commencé à publier des mises à jour quotidiennes sur sa famille qui s'agrandit et a appelé les jumeaux leur bébé miracle. Il a même eu le culot de m'envoyer un message pour me demander si je voulais les aider à installer la chambre des bébés dans leur nouvelle maison. Oui, ils avaient acheté une immense maison à Newton en utilisant l'argent de son entreprise. J'étais choqué de voir combien d'argent papa sortait de cette affaire. L'entreprise de construction marchait bien, mais pas au point d'acheter des maisons à près d'1 million d'euros. Les médecins de maman ont dû ajuster ses médicaments quand elle a appris la grossesse. Elle a de nouveau cessé de manger pendant un certain temps. La seule chose qui semblait l'aider était quand Tommy a commencé à lui rendre visite. C'était comme si elle pouvait supporter d'entendre parler de la vie qui continuait de sa part, parce qu'il souffrait aussi. Mais Rachel et papa ne me laissaient pas tranquille. Ils n'arrêtaient pas de se pointer à mon appartement sans prévenir. Rachel se tenait là, la main sur son ventre, parlant du fait que les jumeaux auraient besoin de leur grand frère et que la famille devait rester soudée dans les moments de joie. Cette femme a détruit la vie de sa sœur et agissait comme si nous devions tous célébrer. La vraie folie a commencé quand elle était enceinte d'environ 7 mois. Elle a commencé à m'appeler plusieurs fois par jour pour que je l'aide avec les jumeaux après leur naissance. Elle disait qu'elle et papa étaient si occupés avec l'entreprise qu'ils auraient besoin de quelqu'un pour garder les bébés 3 jours par semaine. Quand je ne répondais pas à ses appels, elle m'envoyait de longs emails de culpabilisation sur le fait que les enfants sont innocents et que je punissais des bébés pour des problèmes d'adultes. Puis les jumeaux sont nés, Emma et Ethan. Et Rachel a commencé à m'envoyer des photos quotidiennes des jumeaux avec des légendes comme leur grand frère leur manque ou en attendant que tonton James vienne les rencontrer. Quand ça n'a pas marché,
elle est passée à des vidéos d'eux en train de pleurer avec des messages comme ils sentent que leur famille est incomplète. C'était de la manipulation émotionnelle pure et simple. Le pire, c'est quand ils ont commencé à se présenter à mon travail. Rachel venait avec les jumeaux pendant ma pause déjeuner, pleurant dans le hall sur le prix exorbitant des garderies et sur le fait qu'ils avaient besoin de l'aide de la famille. Mes collègues étaient super mal à l'aise. Mon patron a même proposé d'appeler la sécurité plusieurs fois, mais je craignais que cela ne fasse qu'envenimer les choses. Papa a essayé une approche différente. Il a commencé à parler de faire de moi un partenaire dans son entreprise, disant qu'il avait besoin de quelqu'un de confiance pour l'aider à gérer les choses pendant qu'il se concentrait sur sa nouvelle famille. Il a dit qu'il me donnerait une participation de 25% si j'acceptais de venir travailler avec eux et d'être là pour les jumeaux. Rétrospectivement, cette offre me fait rire maintenant, compte tenu de ce que je sais de l'entreprise. Ils ont même recruté des gens pour me mettre la pression. Rachel racontait aux gens de l'église que je refusais de reconnaître mes propres frères et sœurs et que je laissais la jalousie empoisonner ma relation avec des enfants innocents. Des dames de l'église sont même venues à mon appartement pour me conseiller sur le pardon et les obligations familiales. J'ai dû changer de supermarché parce que je tombais sans cesse sur ces gens qui essayaient de me faire la morale. La chose qui m'a vraiment achevé, cependant, c'est quand Rachel a commencé à se comparer à maman. Elle disait des choses comme « Je suis une meilleure mère que Sarah ne l'a jamais été, et au moins, je suis émotionnellement disponible pour mes enfants. » Elle a même dit aux gens que les jumeaux avaient de la chance de ne pas avoir maman dans leur vie parce qu'ils le méritaient mieux que son instabilité. J'étais absolument dégoûté par son audace. Au moment où les jumeaux avaient 6 mois, Rachel et papa avaient élaboré tout un scénario. Ils voulaient que je prenne les jumeaux tous les week-ends pour qu'ils puissent avoir du temps en couple. Ils disaient que ce serait un bon entraînement pour quand j'aurais mes propres enfants. Rachel a même commencé à dire aux gens qu'elle me réservait une chambre dans leur maison. Comme si elle pensait vraiment que je voudrais faire partie de leur petit monde tordu. Je n'arrêtais pas de penser à maman, assise dans sa chambre d'hôpital, suivant des thérapies de groupe, prenant ses médicaments et essayant lentement de se reconstruire, pendant que ces deux-là jouaient à la famille heureuse avec la preuve de leur trahison. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à prêter attention au registre de l'entreprise de papa. Pas parce que je préparais quelque chose. J'avais juste besoin de quelque chose de concret sur quoi me concentrer, autre que leur chantage émotionnel constant. Alors, j'ai commencé à fouiller dans les affaires de l'entreprise juste pour me distraire de tout le drame des jumeaux. Mais mec, je n'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir. À l'université, j'avais aidé papa avec la comptabilité pendant les vacances d'été, principalement de la saisie de données de base et du classement. Je me souvenais avoir vu des choses bizarres, mais je n'y avais jamais vraiment réfléchi. J'étais juste un étudiant stupide, heureux de gagner un peu d'argent. Mais maintenant, en regardant tout avec un œil neuf, les choses ne collaient pas littéralement. J'ai commencé à remarquer des schémas dans les factures. Il y avait des chantiers répertoriés avec beaucoup plus de matériaux que ce qui serait réellement nécessaire pour ce type de projet. Il y avait aussi ces étranges sociétés de sous-traitance qui apparaissaient sans cesse dans les registres. Je les ai cherchés sur Google et je n'ai rien trouvé. Absolument rien. Pas de site web, pas d'enregistrement au registre du commerce, rien. Mais l'entreprise de papa leur versait apparemment des centaines de milliers d'euros pour des travaux. J'avais toujours accès à la plupart des dossiers numériques de l'entreprise depuis l'époque où j'avais aidé à mettre en place leur réseau. Papa n'a jamais été doué avec les ordinateurs et n'avait apparemment jamais pris la peine de révoquer mon accès. J'ai commencé à télécharger tout ce que je pouvais trouver. Relevés bancaires, factures, fiches de paie, tout. Plus je creusais, plus c'était grave. J'ai trouvé des chaînes de mails très louches entre papa et un certain Steve, parlant de faire passer ça par les canaux habituels et de garder les papiers propres. Il parlait de paiement en espèces à des travailleurs qui n'étaient certainement pas en situation régulière. Papa les payait bien en dessous du salaire minimum et empochait la différence avec ce qu'il facturait aux clients. Mais ensuite, j'ai trouvé ce tableur. Il était enfoui dans un dossier quelconque. C'était essentiellement une double comptabilité, montrant les chiffres réels par rapport à ce qui était déclaré à l'IRS, le service des impôts américains. Apparemment, papa avait sous-déclaré des revenus de plusieurs millions d'euros au fil des ans. Il avait tout un système de sociétés écrans pour faire croire qu'il payait pour des services et des matériaux, mais l'argent retournait en fait sur ses propres comptes. Vous vous souvenez de cette maison chic qu'ils ont achetée? Eh bien, il s'avère qu'ils ont utilisé une partie de cet argent caché pour la compte. Le nom de Rachel n'était même pas sur l'acte de propriété,
probablement parce que papa savait que mettre son nom dessus faciliterait la traçabilité de l'argent. J'ai aussi trouvé des emails entre Rachel et papa datant d'avant que tout n'éclate, où ils discutaient de la manière dont ils pourraient utiliser l'entreprise pour commencer leur nouvelle vie. Elle l'aidait activement à déplacer de l'argent. Même avant de commencer officiellement à y travailler, il y avait de longues chaînes de mails sur la création de nouveaux comptes bancaires et les transferts de fonds. Pendant tout le temps que je découvrais ça, ils essayaient toujours de me forcer à faire partie de leur vie. Rachel envoyait de longs textos sur le fait que les jumeaux grandissaient si vite et que je manquais des moments précieux. Pendant ce temps, j'étais assis là, à regarder les preuves qu'elle avait aidé papa à voler des millions. Plus je creusais, plus il devenait évident que ce n'était pas juste une petite fraude fiscale. C'était tout un système de fraude que papa dirigeait depuis des années. Il avait des employés fictifs sur les fiches de paie, blanchissait de l'argent via des sociétés écrans, et mettait probablement des gens en danger en rognant sur la qualité des matériaux de construction. Ce qui m'a vraiment touché, c'est de découvrir qu'il avait intensifié la fraude au moment où il a commencé à voir Rachel. Comme s'il savait qu'il aurait besoin d'argent supplémentaire pour s'installer avec elle. Alors, il a juste commencé à voler plus. Il y avait des pics énormes dans les coûts de matériaux qui coïncidaient avec l'achat de bijoux pour Rachel ou des week-ends en amoureux dont maman n'était pas au courant. J'ai commencé à tenir un journal détaillé de tout ce que je trouvais. J'ai téléchargé des copies de tous les relevés bancaires montrant les transferts entre les comptes. J'ai trouvé ces comptes offshore louches que papa avait ouverts. Il faisait transiter de l'argent par eux, essayant de le cacher au fisc. Pendant tout ce temps, je rendais visite à maman à l'hôpital psychiatrique, la regardant essayer lentement de se reconstruire, et ces deux-là non seulement se la coulaient douce avec de l'argent frauduleux, mais prévoyaient d'en voler encore plus. C'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus rester sans rien faire avec ces informations. Ils devaient faire face à des conséquences, pour une fois dans leur vie. J'ai passé environ une semaine assis sur toutes ces preuves, à essayer de décider quoi en faire. Une partie de moi voulait juste tout envoyer anonymement à l'IRS et m'en laver les mains, mais je savais que ce ne serait pas suffisant. Ces gens devaient savoir exactement qui les avait fait tomber, et pourquoi. Le coup de grâce est arrivé un mardi matin. Je me préparais pour le travail quand Rachel s'est présentée à mon appartement à 7 heures du matin. Sans même envoyer de message. Elle avait les jumeaux avec elle, tous les deux en pleurs, et s'est engouffrée à l'intérieur dès que j'ai ouvert la porte. Elle avait l'air défaite, ne s'était même pas coiffée, et a commencé à raconter que leur nounou avait démissionné sans préavis. Probablement parce qu'il ne la payait pas correctement, si on y réfléchit maintenant. Elle avait besoin que je prenne les jumeaux pour les 3 jours suivants parce qu'elle et papa avaient une réunion super importante avec des investisseurs potentiels. Quand j'ai dit non, elle s'est littéralement assise sur mon canapé et a refusé de partir. Elle s'est mise à pleurer en disant qu'ils avaient des difficultés avec l'entreprise parce que personne ne veut plus aider la famille et que les jumeaux avaient besoin de stabilité. Pendant tout son discours, je regardais ces deux bébés qui n'avaient aucune idée que toute leur vie était construite sur des mensonges. Je lui ai dit qu'elle devait partir. C'est alors qu'elle a sorti son téléphone et a appelé papa, le mettant sur haut-parleur. Il a commencé à s'énerver, disant que je trahissais la famille et que maman serait tellement déçue de moi de ne pas aider mes frères et sœurs. C'en était trop. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai sorti l'un des disques durs où j'avais tout sauvegardé, et je l'ai simplement brandi. Je leur ai dit que je savais tout sur l'entreprise, les sociétés écrans, le blanchiment d'argent, les pots de vin, tout. Le visage de Rachel est devenu blême. Papa est devenu très silencieux au téléphone. Puis Rachel a essayé de minimiser, disant que j'étais juste confus sur des pratiques commerciales normales. Papa a enchaîné en essayant d'expliquer à quel point la gestion d'une entreprise de construction est compliquée et que parfois, il faut contourner certaines réglementations pour rester compétitif. Ouais, je suis à peu près sûr que soudoyer des inspecteurs en bâtiment n'est pas une pratique commerciale normale, papa. Je leur ai tout déballé. Je leur ai dit exactement ce que j'avais trouvé. Rachel a commencé à paniquer, disant que j'inventais des choses parce que j'étais jaloux de sa nouvelle famille. Papa est passé en mode menace, disant qu'il s'assurerait que je ne travaille plus jamais à Boston si j'essayais quoi que ce soit de stupide. C'est là que j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré l'email que j'avais déjà rédigé pour la division des enquêtes criminelles de l'IRS, avec pièces jointes et une chronologie détaillée de la fraude. Je leur ai dit que j'avais aussi des copies de tout, sauvegardées à plusieurs endroits. Donc, même s'ils essayaient de détruire les preuves, il était trop tard. Rachel a complètement perdu la tête. Elle s'est mise à hurler que j'essayais de détruire l'avenir de ses enfants,
que j'étais diabolique de vouloir envoyer leur père en prison. Les jumeaux pleuraient, probablement effrayés par tous les cris. Elle les a attrapés et est sortie en courant, continuant de crier que j'allais le regretter. Papa a continué d'appeler et d'envoyer des textos pendant des heures après ça. D'abord en essayant de me raisonner, m'offrant de l'argent pour oublier ce que j'avais vu. Quand ça n'a pas marché, il est passé aux menaces. Il a dit qu'il dirait à tout le monde que j'avais participé à la fraude, que j'avais été complice pendant des années. Mais j'avais la preuve que je n'avais pas été impliqué dans l'entreprise depuis ses jobs d'été à l'université. J'ai attendu exactement 9 heures du matin, l'ouverture des bureaux de l'IRS, et j'ai envoyé l'email avec tout ce que j'avais. J'ai pris soin de détailler comment j'avais découvert la fraude et ma participation limitée des années auparavant, au cas où papa essaierait de m'entraîner avec lui. Puis j'ai appelé ma tante Marie et je lui ai tout raconté. Elle a organisé une conférence téléphonique avec toutes mes autres tantes, sauf Rachel, évidemment. Elles étaient choquées par la fraude, mais pas vraiment surprises. Apparemment, elles s'étaient toutes demandé comment papa et Rachel pouvaient se permettre leur style de vie. Les jours suivants ont été intenses. L'IRS a répondu assez rapidement, voulant organiser un entretien. J'ai pris un avocat par précaution, même si je n'avais rien fait de mal. Papa et Rachel ont tous deux essayé de me contacter par tous les moyens possibles, envoyant même des gens de l'église à mon appartement. J'ai bloqué leur numéro, mais ils continuaient de créer de nouvelles adresses e-mail pour me contacter. Rachel a même créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour essayer de m'envoyer des messages. Ils passaient des supplications aux menaces, puis à la culpabilisation, parfois dans le même message. Ce soir-là, je suis allé voir maman. Je ne lui ai pas encore dit ce que j'avais fait. Son médecin a dit qu'elle n'était pas prête pour ce genre de stress. Mais pour la première fois depuis des lustres, elle m'a réellement souri quand je suis entré. Comme si, d'une manière ou d'une autre, elle savait que les choses allaient enfin changer. Les choses ont bougé beaucoup plus vite que prévu après que j'ai envoyé cet email à l'IRS. Je pensais que ça prendrait des mois, voire des années, avant que quelque chose ne se passe. Mais non. En 2 semaines, les enquêteurs de l'IRS interrogeaient tous ceux qui avaient un jour travaillé pour l'entreprise de papa. Le premier signe que les choses tournaient vraiment mal a été la perquisition du bureau principal de papa. Mon ami Mike, qui travaille au café d'en face, m'a envoyé une vidéo d'agents emportant des cartons de dossiers. Apparemment, papa a essayé de rester cool, disant à tout le monde que ce n'était qu'un audit de routine, mais ils ont ensuite commencé à saisir les ordinateurs et les téléphones, et même la voiture de luxe de Rachel a été remorquée. Les enquêteurs ont trouvé bien plus de choses que je ne le savais. Il s'est avéré que papa dirigeait toute une opération parallèle où il achetait des propriétés via des sociétés écrans, utilisait son entreprise de construction pour les rénover à très bas prix tout en facturant des prix exorbitants sur le papier, puis les revendait pour d'énormes profits qu'il ne déclarait jamais. Tout a commencé à s'effondrer quand l'un des contremaîtres de papa a décidé de coopérer avec l'enquête. Ce type, Tony, avait gardé ses propres registres de toutes les magouilles, probablement comme une assurance. Il avait des détails sur les paiements en espèces aux travailleurs sans papier, les pots de vin des fournisseurs, tout. L'avocat de papa a dû lui dire à quel point c'était grave, car il a carrément essayé de fuir. Littéralement. Il a réservé des billets pour le Mexique pour lui, Rachel et les jumeaux. Les agents fédéraux les ont arrêtés à l'aéroport de Logan. Rachel criait si fort qu'ils ont dû évacuer une partie du terminal. Les nouvelles locales ont filmé leur arrestation, menottes au poignet, pendant qu'un employé de l'aéroport tenait les jumeaux en pleurs. C'est à ce moment-là que tous leurs amis chics ont commencé à disparaître. Tous ces gens de l'église qui m'avaient harcelé sur la loyauté familiale ne se souvenaient soudainement plus d'avoir soutenu papa et Rachel. Le country club a annulé leur adhésion. Leurs voisins ont lancé une pétition pour protéger la valeur des propriétés en les forçant à vendre leur maison. L'implication de Rachel a également été révélée lors de l'enquête. Elle se faisait des chèques sur les comptes de l'entreprise, prétendant que c'était pour des services de conseil, mais utilisait en réalité l'argent pour acheter des articles de marque et payer des hôtels de luxe où elle et papa se retrouvaient pendant leur liaison. Elle avait même utilisé l'argent de l'entreprise pour payer des traitements de fertilité quand ils essayaient de concevoir les jumeaux. Les procureurs ont offert un accord à papa, 5 ans de prison s'il coopérait et les aidait à retrouver tout l'argent. Son avocat lui a probablement conseillé de l'accepter, car il a signé l'accord assez rapidement. Rachel n'était cependant pas incluse dans l'accord, car elle a tenté de détruire des preuves après le début de l'enquête. Elle a supprimé un tas de mails et essayé de déchiqueter des documents, sans se rendre compte que les fédéraux avaient déjà des copies de tout.
Les services sociaux sont intervenus à cause des jumeaux. Ils les ont placés temporairement chez l'ex-mari de Rachel et sa nouvelle femme, puisqu'ils avaient déjà l'expérience d'élever son premier enfant, Tommy. Rachel a complètement perdu la tête quand elle l'a appris. L'entreprise de construction de mon père a évidemment fait faillite. Tous les employés légitimes ont perdu leur emploi, ce qui m'attriste, mais l'enquête a révélé que la plupart des employés récents n'étaient en fait que des noms sur le papier. Papa déclarait des salaires pour des personnes qui n'existaient pas et empochait l'argent. Ils leur ont pratiquement tout saisi, la maison, la voiture de Rachel, leur résidence secondaire dans le Maine, tous leurs comptes bancaires. La seule raison pour laquelle les jumeaux avaient encore des vêtements et des jouets, c'est que la belle-mère de Tommy, oui, l'ex de Rachel s'est remariée, est allée à la maison avant qu'elle ne soit saisie et a emballé leurs affaires. Donc, pendant que papa était en prison fédérale et que Rachel gérait ses propres ennuis judiciaires, le vrai drame se jouait dans notre famille élargie et notre communauté. Cette situation a divisé tout le monde en camps, et des gens que je connaissais depuis toujours ont commencé à montrer leur vrai visage. Ma cousine Lisa, du côté de maman, a créé un groupe Facebook privé pour la guérison familiale ou quelque chose du genre. C'est devenu un véritable champ de bataille. Rachel a réussi à s'y faire ajouter et a commencé à publier de longues tirades sur le fait que tout le monde l'abandonnait dans son moment de besoin et que ses enfants souffraient sans le soutien de leur système familial. Le truc, c'est que les jumeaux se portaient en fait très bien avec l'ex de Rachel et sa femme, Jenny. Jenny est psychologue pour enfants, donc elle savait comment les aider à s'adapter. Tommy commençait même à créer des liens avec ses demi-frères et sœurs, ce qui était assez incroyable compte tenu de ce qu'il pensait de toute la situation au début. Mais Rachel ne supportait pas de voir son ex-mari élever à nouveau ses enfants. Elle a commencé à dire à tout le monde que Jenny essayait de la remplacer en tant que mère des jumeaux. Elle a même essayé de les signaler au service de protection de l'enfance avec des histoires inventées de négligence. L'assistante sociale a vu clair dans son jeu, cependant, surtout que Jenny avait tout documenté depuis l'arrivée des jumeaux chez eux. Le pire a été de voir Rachel essayer de manipuler Tommy à travers tout ça. Elle a commencé à lui envoyer des messages de culpabilisation sur le fait qu'il abandonnait son frère et sa sœur en ne la défendant pas auprès de la famille. Tommy a fini par devoir commencer une thérapie pour gérer tout ça. Son père a finalement obtenu une ordonnance du tribunal pour que Rachel cesse de contacter Tommy directement. Puis il y a eu tous ces gens sortis de nulle part qui prétendaient que papa ou Rachel leur devait de l'argent. Un type s'est présenté à mon appartement en disant que papa avait promis d'investir dans sa start-up. Une autre femme a dit que Rachel lui avait pris de l'argent pour l'investir dans l'entreprise de construction. Il s'est avéré qu'ils avaient monté toute une arnaque, obtenant des investissements de la part des gens de l'église. Le plus dur n'est même pas la logistique de tout ça. C'est de voir comment cela a fondamentalement changé qui nous sommes en tant que personnes. Maman va mieux en thérapie, mais il y a une lourdeur en elle maintenant qui n'existait pas avant. Les médecins disent que c'est normal. Que guérir ne signifie pas revenir à qui on était avant le traumatisme. Cela signifie apprendre à vivre avec ce qui s'est passé et à construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux restants. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre famille à l'avenir. L'ancienne version de nous a disparu, brisée au-delà de toute réparation. Mais peut-être que c'est bien comme ça. Peut-être que nous pouvons construire quelque chose de plus fort sur les cendres de ce qu'ils ont brûlé. Quelque chose qui n'inclut pas des gens capables de blesser si profondément leur propre famille et de s'attendre ensuite à ce que nous passions simplement à autre chose. L'ironie, c'est que papa m'a toujours parlé des conséquences, du fait d'assumer ses erreurs et d'affronter ce qu'on a fait. Je suppose qu'il apprend enfin cette leçon lui-même, un jour de prison à la fois. Quant à moi, je me concentre sur le rétablissement de maman et je laisse le système judiciaire faire son travail. Certaines personnes ne méritent pas une seconde chance de détruire votre vie. Pour l'instant, je me concentre sur le fait d'être là pour maman et de laisser les avocats s'occuper du reste. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Mise à jour finale, d'abord, je devrais dire que la peine de mon père aurait pu être prolongée car il continuait de trouver de nouveaux problèmes avec ses affaires. Il devait avoir une autre audience le mois prochain concernant de nouvelles preuves, mais cela n'arrivera pas. Il y a 3 jours, ils l'ont trouvé dans sa cellule. La déclaration officielle parle d'un suicide. J'essaie encore de m'y faire. Le gardien qui l'a trouvé a dit qu'il y avait une lettre, mais je ne l'ai pas encore lue. Je ne suis pas sûr de vouloir le faire. Rachel a complètement perdu la tête. Elle s'est présentée à mon appartement à 3 heures du matin, hurlant que c'était moi qui lui avais fait ça.
Elle n'arrêtait pas de crier que j'avais détruit notre famille et que je devrais vivre avec ça pour toujours. Je suis resté là, laissant tout ça m'imprégner. Honnêtement, je ne sais pas quoi ressentir. Devrais-je être triste, en colère, soulagé? Il était toujours mon père, mais aussi la personne qui a détruit la vie de ma mère et volé des millions d'euros. La personne qui a détruit nos vies à tous après avoir choisi d'avoir une liaison avec ma tante, puis s'est attendue à ce que tout le monde l'accepte. La personne qui a essayé de me faire sentir coupable de ne pas vouloir jouer à la famille heureuse avec les bébés de leur adultère. La réaction de maman a été inattendue. Quand je lui ai dit, elle est devenue très silencieuse puis a dit, je lui pardonne. Pas pour mon bien ou le sien, a-t-elle précisé, mais pour moi-même. Elle a dit que garder cette colère ne l'aidait pas à guérir. Ses médecins disent que c'est en fait une évolution très positive pour son rétablissement. Les jumeaux sont toujours avec l'ex de Rachel et Jenny. Rachel fait face à ses propres ennuis judiciaires, avec une peine de 2 à 3 ans minimum, donc ils resteront probablement là-bas. Tommy a été incroyable avec eux. Il dit même qu'ils ne devraient pas avoir à payer pour ce que leurs parents ont fait. Les médecins de maman la surveillent de près pour s'assurer que cela ne déclenche pas une rechute, mais elle semble plus forte que ce que tout le monde attendait. Elle parle même de rentrer bientôt à la maison. Elle dit qu'elle veut se réapproprier sa vie. Rachel est toujours accusée pour son rôle dans la fraude de l'entreprise. Son avocat a essayé d'utiliser la mort de papa pour obtenir la sympathie du juge, mais le procureur a des emails prouvant qu'elle était en fait à l'origine de certaines de leurs combines. Est-ce que le fait de me sentir soulagé fait de moi une personne horrible? Une partie de moi est triste, mais une autre partie pense que peut-être maintenant, tout le monde peut enfin commencer à guérir, sans qu'il essaie de tout contrôler depuis la prison.